Pareil, je vais faire comme, Jacques, je vais tout de suite, dire les choses pour être très claire. Donc moi, je suis aussi membre du groupe Pégase, donc je travaille avec Jacques depuis, une petite dizaine d'années, je pense et ce que je vais vous proposer va s'inspirer du groupe Pégase. Je vais essayer de vous proposer 3 séquences, séances, outils qui s'inspirent énormément de la théorie des deux mondes et qui sont mises en application dans des classes. Et donc le troisième que je vais vous présenter va s'intéresser aux questions ouvertes en lycée. Oui, j'ai oublié de me dire, je m'appelle Laure Lucas Fradin et donc je suis enseignante de physique-chimie dans l'Académie de Lyon. Donc, vous l'avez compris, la théorie des deux mondes, elle transpire dans notre travail. Et pour expliciter la modélisation, pour moi, il n'y a pas plus clair que la théorie des deux mondes. La théorie des deux mondes, elle est dans notre travail. Donc, moi, je vous le dis, ça a vraiment changé ma façon d'enseigner et même ma compréhension en fait de la physique. Les travaux, propositions, réflexions que je vais vous proposer, il y en a qui sont, la première par exemple, elle est sur le site Pégase, elle est vérifiée, testée, améliorée par le groupe en entier. Les deux autres, elles sont un peu plus expérimentales, et encore en expérimentation, on va dire, mais c'est pour vous donner des pistes en toute humilité et elles viennent quand même du travail de groupe et de tous les échanges qu'on peut avoir dans le groupe. C'est des travaux qui sont de niveau lycée, mais je tiens à préciser que je suis professeure en cité scolaire et donc j'ai des élèves de collège. L'année dernière, j'avais des élèves de sixième et donc j'ai pas encore tout à fait tout mis en œuvre au niveau collège, mais par exemple, ce que vous avez vu tout à l'heure des séquences de collège avec les icônes pour montrer les deux mondes, ça c'est quelque chose que je fais avec mes élèves de collège et ça pose aucun souci et on va voir, ça les rassure encore une fois des fois. Alors, le déroulé, donc il y a trois outils principaux et puis après il y aura une petite conclusion sur des idées. Et donc la première, c'est une activité donc construite avec le groupe collège sur comprendre les consignes. C'est en niveau seconde, première, terminale et ça fait des années qu'on le met en œuvre. Donc j'ai repris un petit peu les diapos de Jacques pour faire une vraie continuité. Cette activité, elle est clairement là pour aider l'élève à percevoir les attentes lors d'une évaluation. Ça peut être lors d'une activité aussi, mais surtout lors d'une évaluation. Je suis allée piquer ces verbatims de nos fiches de formation. On a tous des élèves qui sortent d'un contrôle, d'une évaluation et qui sont déçus de leur performance, qui nous disent mais j'ai révisé et pourtant j'ai bloqué sur telle question. Et puis après, ils vont nous dire j'ai vu la correction, en fait, je savais faire, j'ai juste pas compris la consigne. Ou alors les élèves qui disent oui, en maths, quand on nous demande de calculer, il faut donner une formule, et quand en physique on nous demande de calculer, il faut donner un nombre. Donc on voit bien que nos consignes, elles ont besoin d'être explicitées. Donc une des premières choses qu'on a proposées, c'est prendre tous ces verbes, donc là on en a quelques-uns, ces verbes qu'on utilise dans nos consignes, et les expliciter, faire un travail d'explicitation avec les élèves. Donc on a fait une liste d'une vingtaine de verbes pour les élèves de terminale, les premières, et puis une vingtaine de définitions en face, et on leur demande de mettre en face. Donc je vous donne un morceau de correction. Euh, c'est pas si facile que ça pour eux. Et c'est assez surprenant de voir que certains verbes, ils sont tous d'accord pour donner une définition qui est complètement différente de celle qu'on aurait mis en face. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis on leur donne la correction après. Cette correction, moi, ils ont le droit de l'utiliser en contrôle et ça les aide un peu. Donc, par exemple, ils m'appellent pendant le contrôle, ils me demandent, Madame, je comprends pas la consigne, et je lui dis, va voir tes verbes de consigne. Ils vont voir leurs verbes de consigne, et ils font, ah oui, j'ai compris. Et puis, en général, au fur et à mesure de l'année, ils en ont plus besoin de cette feuille. Donc ça, c'était la première version de cette activité. Et puis, on l'a fait évoluer récemment parce qu'on s'est rendu compte que certains verbes posaient toujours problème aux élèves. Et en regardant la définition, on s'est rendu compte que nos définitions, elles mettaient en évidence justement les deux mondes. Donc par exemple, décrire, on a énoncé ce qui est observé en évitant d'interpréter. Donc là, décrire, pour nous, ça veut dire rester dans le monde des objets. On ne monte pas en haut. Donc si des élèves commencent à nous décrire quelque chose en nous faisant
en utilisant des grandeurs ou en utilisant des concepts, ça va pas. Je vous les ai pas tous mis, mais en fait, il y en a plein, hein. Interpréter, donner une signification à quelque chose en utilisant un élément théorique. Donc là, clairement, on va faire un lien, on va partir du monde des objets et on va aller chercher un élément du modèle. Le dernier, classique, calculer, fournir une valeur numérique d'une grandeur à partir d'une expression littérale. On est clairement dans le monde des modèles et on n'en bouge pas. Donc on s'est dit, est-ce que tous nos verbes sont situables sur ce diagramme des deux mondes? Et donc voilà ce qu'on a réussi à en faire. Euh, alors il y a représenter qui se positionne dans deux endroits en fait, parce que ça dépend si on représente à l'aide d'un code du modèle, comme par exemple une chaîne énergétique, ou si on est sur représenter par exemple un schéma de dosage, où là on est encore dans des choix de modélisation et on est encore entre les deux mondes. Vous voyez aussi qu'il y a des verbes qui sont complètement hors schéma, parce que ils sont beaucoup plus complexes, ils dépendent du contexte, etc. Et donc on s'est dit qu'il fallait peut-être justement qu'on explicite ces verbes-là aux élèves en utilisant le diagramme des deux mondes, pour qu'ils comprennent justement quand ils ne savent pas ce qu'on leur demande dans une consigne, ils se disent ah, je dois être dans ce monde. Donc, je ai demandé à mes élèves de prendre leur liste et je leur ai demandé de positionner ces verbes dans les deux mondes. Alors, comme Jacques, peut-être moins souvent que lui, mais en tout cas assez régulièrement, mes élèves, je leur fais des schémas des deux mondes en cours. C'est une des premières choses que je leur parle en début d'année, quand on fait, vous savez, le petit speech de début d'année. Donc voilà les réponses. En vert, c'est ceux où il y a 8 ou 9 bonnes réponses. 9 parce qu'en fait, j'ai fait ça par groupe et que je suis en spécialité avec un effectif réduit. En jaune, c'est ceux où il y a 3 à 6 bonnes réponses. Et en rouge, c'est ceux où il y a 0 ou une bonne réponse. Et alors, j'ai fait ça un petit peu à l'aveugle. Et en fait, je trouve ça assez fantastique de voir que les verts, ceux qui n'ont pas de problème, c'est ceux où on est dans un monde et où on reste dans le monde. Et que ceux qui posent problème, c'est ceux où on est en articulation entre les deux mondes. J'ai pas étudié ceux qui sont hors schéma. Donc c'est très bien de récupérer ça, mais après j'ai eu ce travail de revenir avec mes élèves. Pourquoi vous avez mis prévoir à cet endroit, par exemple? Donc pareil, les réponses de mes élèves, c'est que pour eux, prévoir, c'est bien en effet dans le monde des objets et des événements, mais c'est parce qu'en fait, on se base sur l'intuit, on ne se base pas du tout sur les théories. Donc prévoir n'a pas de lien pour eux avec une théorie. Et de la même manière, formuler une hypothèse, pour eux, c'est juste dans le monde des objets et des événements, et on va pas du tout aller dans le monde des théories. Représenter, il est encore une fois biaisé parce qu'en fait, ils m'ont parfois mis ça ici, parfois mis ça ici, très rarement en bas, mais ils m'ont pas donné les deux réponses. Et puis donc les deux rouges, mesurer, expliquer, bah, c'est pareil, c'est assez intéressant. Mesurer, c'est ce que Jacques vous l'a développé. C'est très difficile en fait pour eux de comprendre que c'est vraiment entre les deux. Après, vous allez le voir avec une autre activité. En fait, ils sont conscients que mesurer a une place particulière. Voilà, donc ça, c'était le travail qu'on a fait. Et encore une fois, euh, le travail après sur pourquoi vous avez placé ça là et de leur dire, bah non, en fait, c'est ici. Eux, après, ils ont bien compris que, ah oui, ah bah c'est pour ça que j'ai eu faux, en fait. Donc, ça permet vraiment pour eux de donner du sens, encore une fois, à ce qu'on attend d'eux. Euh, Au niveau de ma pratique, du coup, donc je vous l'ai dit, la feuille avec les définitions et avec que je leur donne en correction, je leur mets au dos ce diagramme des deux mondes corrigé. Et encore une fois, ils l'ont en évaluation et ça les aide beaucoup. Ils arrivent un peu mieux à se situer, quoi. Là, je vous ai mis l'analyse. Bon, je ne vais pas commenter, mais c'est l'analyse des résultats sur ceux qui étaient mauvais. Alors, en collège, qu'est-ce que ça donne? Ben, déjà, cette activité, on l'a conçue en cycle terminal, mais on a proposé un format seconde où il y a, je crois, 12 ou 15 verbes, je ne sais plus. Donc, il y a moins de verbes. Et je pense qu'elle est tout à fait adaptable en collège. On avait commencé à y réfléchir avec le groupe collège, et puis on a un peu botté en touche parce qu'on avait d'autres choses à faire. Mais il suffit simplement de faire évoluer les verbes, de prendre les verbes que vous utilisez et de changer peut-être un peu les définitions. Euh,
pour qu'elle soit abordable en niveau collège. Le travail sur les deux mondes, il est possible et il est vraiment essentiel. Euh, je suis tout à fait d'accord avec Jacques sur le fait que les deux mondes, ça nous pose beaucoup plus de problèmes à nous qu'aux élèves. Euh, en fait, en faisant ce travail, on se rend compte que les élèves, ils ont aucun problème. Enfin, en général, ils distinguent bien les deux quand on leur a expliqué, et ça les rassure. Voilà. Ensuite, ce travail, il est très intéressant pour l'enseignant parce que du coup, il nous montre à quel point les verbes qu'on utilise sont vraiment importants et que quand on rédige une évaluation, une activité, le choix du verbe est capital et que il faut pas se louper. Et que pour les verbes, par exemple, je vous ai montré, qui sont un peu entre les deux mondes, qu'on arrive, non, pas ceux qui sont entre les deux mondes, excuse-moi, ceux qui sont hors schéma, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à placer parce que ça dépend de la question, et bien peut-être que dans la question, il faut rajouter un élément pour que ce soit plus clair. Donc, déterminer, par exemple, utiliser déterminer d'après l'expérience ou déterminer d'après telle théorie. Donner un indice dans la question pour aider les élèves à se situer correctement dans les deux mondes. Alors, voilà. Je vais passer à la deuxième activité. Donc, c'est une activité de premier enseignement scientifique. Le but de cette activité, c'est cette fois-ci d'illustrer les démarches. Donc, je vais aussi revenir sur ce que Jacques disait un peu en épistémologie. Je fais un petit récapitulatif pour les collègues de collège. Un enseignant de physique en lycée, il intervient dans deux disciplines en fait, dans la discipline de spécialité et dans la discipline d'enseignement scientifique. L'enseignement scientifique, c'est 2 heures partitionnées physique SVT par semaine, qui sont obligatoires en première et en terminale. L'évaluation, elle se fait sur le contrôle continu, il n'y a pas d'épreuve au bac, enfin d'épreuve finale, excusez-moi. Et on a du coup des classes de 35 élèves. J'ai mis classe entre guillemets parce que la notion de classe en première et en terminale n'a plus vraiment de sens. Donc, c'est un enseignement avec une hétérogénéité très forte dans l'appétence et dans le niveau scientifique. Et de l'autre côté, on a l'enseignement scientifique de spécialité, où on fait 4 heures en première, 6 heures en terminale. Il est choisi, donc c'est pour les élèves qui se destinent à des études scientifiques. Il y a une évaluation soit en contrôle continu pour la spécialité qui est abandonnée en première, soit à l'épreuve finale en juin. Et on a souvent des groupes réduits ou des classes dédoublées, au moins sur une partie de l'horaire. Donc, c'est deux enseignements différents. Pour ceux, l'ancienne bouture du lycée, ça correspond un petit peu à l'enseignement de sciences qu'il y avait en première LES. Et donc là, je vais vraiment m'intéresser à cet enseignement qui pose donc des difficultés à l'enseignant et aux élèves parce qu'il faut prendre en compte cette hétérogénéité. Dans les programmes de cette discipline, on a dans les préambules 3 objectifs généraux de formation, en plus des savoirs et savoir-faire, qui sont comprendre la nature du savoir scientifique et ses méthodes d'élaboration, identifier et mettre en œuvre des pratiques scientifiques, identifier et comprendre les effets de la science sur les sociétés et sur l'environnement. Et donc là, vous voyez, je fais le lien avec le rapport de l'inspection générale qui nous dit qu'il y a 3 types de savoirs, les savoirs de contenu, les savoirs procéduraux et les savoirs épistémiques. Et là, on est clairement dans les savoirs épistémiques. Un peu de contexte local. Je suis dans un établissement où l'équipe pédagogique de physique, mais principalement, mais aussi en SVT, en premier enseignement scientifique, a été mobilisée dès le début autour des enjeux sur la nature de la science et l'esprit critique. Donc on a vraiment choisi de travailler ces objectifs généraux en enseignement scientifique, quitte à délaisser ou en tout cas à utiliser les savoirs et savoir-faire comme prétexte pour travailler vraiment ces objectifs généraux. Du coup, quand on regarde le programme, donc là c'est une partie, c'est la première partie sur l'histoire de la matière. Les élèves ils sont juste censés savoir ce que c'est qu'une réaction de fusion et de fission nucléaire et qu'il y en a au sein des étoiles et que c'est comme ça qu'on fabrique tous les éléments dans l'univers. Bon, en très très gros. Là, je vais vous proposer une activité qui se situe au-dessus, ici,
donc sur les objectifs. Et donc, je vous lis que la partie qui m'intéresse. La compréhension de l'univers convoque des disciplines complémentaires et des approches multiples. Celle-ci est évolutive, des théories sont proposées dans un contexte historique et scientifique précis. Elles peuvent être discutées, amendées et même réfutées dans le cadre d'une démarche scientifique. Donc, on est, encore une fois, dans mes savoirs épistémiques. Alors, comment on a fait cette activité? On a pris un article pour la science de 10 pages, absolument fantastique, sur le modèle du Big Bang. On n'en a pris que 2 pages. Et en fait, on a posé des questions sous forme de QCM. Ça dure 3/4 d'heure, hein, cette séquence, hein. Il y a une dizaine de questions. Et c'est des questions purement épistémiques. On ne pose pas du tout des questions sur le modèle en lui-même du Big Bang, et ça serait beaucoup trop difficile, hein. On parle de taux d'expansion actuel de l'univers, de densité de moyenne de matière baryonique, de fond diffus cosmologique, enfin, des choses qui sont bien trop compliquées pour nos élèves, et même pour nous des fois. Mais on a choisi des questions vraiment sur le modèle. Donc, par exemple, ce modèle, il a été validé par la communauté scientifique parce que... Pourquoi? Voilà. Ce qui est très intéressant, c'est que ces questions, elles sont mieux réussies par les élèves qui n'ont pas de spécialité scientifique parce qu'ils ne vont pas comprendre, ils vont pas essayer de comprendre le modèle, ils vont vraiment être dans le texte. Donc ça, c'est pour faire comprendre aux élèves l'intérêt de faire euh, autre chose que purement de la science en tant que connaissance scientifique. Donc voilà, ça c'est notre activité et je l'ai fait évoluer cette année en donnant les deux mondes. Donc j'explique à des élèves non scientifiques qu'est-ce que c'est que les deux mondes. Donc voilà, je vous lis le tout début, hein. Le fonctionnement de la physique et de l'établissement des connaissances peut être modélisé comme l'articulation entre deux mondes. Un monde des objets et des événements, formé par ce que nous observons, un monde des théories et des modèles, constitué par les éléments théoriques, les lois, les concepts, les grandeurs physiques, et plus globalement les grandes théories que le physicien va créer ou convoquer pour généraliser, expliquer et prédire les observations. Je donne un petit exemple avec l'arc-en-ciel, et je leur pose 2 questions. La première, c'est de me faire un diagramme des deux mondes, en me remplissant avec 3 éléments dans chacun des deux mondes. Et puis je leur demande des objets un peu différents. Et puis après, d'utiliser ce diagramme pour expliquer pourquoi le modèle pose problème. Voilà. Et alors, je suis désolée, les photocopies des copies de mes élèves, c'est des photocopies noir et blanc. Mais vous voyez que donc là, ils ont les deux mondes. Alors bon, ils ont mis le monde des objets au-dessus, mais encore une fois, ça, c'est pas un problème. Mais ils arrivent bien, pour la plupart, à mettre les bonnes choses au bon endroit. Donc, vous voyez, trou noir R dans le monde des objets. Bon, ok, trou noir, bon, c'est ok. La vitesse, le Big Bang dans le monde des théories. Bon. Là, vous avez la théorie de relativité générale d'Einstein. Bon, dans le monde des théories, pas de souci. Alors, c'est des travaux de groupe, hein, donc ils ont quand même de quoi réfléchir. De nouveau, vous avez bien la relativité, le Big Bang, l'expansion de l'univers. Enfin, ils ont bien distingué les deux mondes, il n'y a pas de problème. Et puis là, j'aime beaucoup cette réponse. Donc, c'était la question pourquoi le modèle ne fonctionne pas. Le modèle actuel pose problème car il n'y a pas de cohérence complète entre. Alors, c'est pas le modèle, je pense qu'ils se sont trompés parce ils disent bien observable et théorique. Donc, le monde observable et le monde théorique. Il faut au moins que les prédictions théoriques soient aussi correctes que les observations. Donc ils comprennent bien l'idée soulevée par l'article, ils comprennent bien le problème d'articulation entre les deux mondes. Voilà. Alors, hop, je reviens. Donc pourquoi j'ai fait cette activité? Ben, vraiment pour travailler sur le statut du modèle. Le fait qu'un modèle, il est stable, il n'est pas immuable, il est toujours aussi critiquable, ou en tout cas, c'est pas quelque chose de fixe. Qui a des allers-retours permanents entre l'expérience et la théorie. Là, on a un modèle, le Big Bang, il est là, mais on continue à le tester et on continue à l'améliorer. Du coup, ça permet de travailler sur la construction des savoirs et donc la distinction connaissance-croyance, qui est ô combien importante de nos jours. Et puis pour les scientifiques, ça fait travailler l'articulation entre les deux mondes. Voilà, excusez-moi. Voilà. Dernier outil que je voudrais vous proposer, c'est les deux mondes, comment les utiliser sur des questions ouvertes. Alors, là, je vais être de nouveau dans percevoir les attentes, mais je vais être aussi sur des apports méthodologiques, j'espère.
Des questions ouvertes. Je vous donne un exemple. Je suis allée chercher dans le bac et j'ai pas eu besoin de remonter plus loin que 2024. On a un exercice de chimie avec un dosage. La question d'avant, celle que je vous donne, c'est donner pardon, excusez-moi, le lien entre les quantités de matière à l'équivalence. Non, même pas à l'équivalence. Donner le lien entre les quantités de matière. Et là, tout de suite, indiquer si le vigneron peut prétendre obtenir l'une ou l'autre de ces certifications. Vous voyez, c'est une question où l'élève il va avoir une démarche en plusieurs étapes. Vous avez généralement cette jolie petite phrase juste derrière pour dire aux élèves, on sait que c'est dur, mais essayez de faire un petit bout. Donc pour répondre, les élèves ils vont devoir aller chercher qu'est-ce que c'est que ces certifications environnementales dans un bout du sujet. Et à un autre bout du sujet, il va falloir voir le lien entre certification et concentration en masse maximale. Je vous en ai donné un au brevet. Le choix d'une batterie pour alimenter en énergie différents appareils électriques. Et de nouveau, on vous donne quelques indications et puis des documents qu'il va falloir compiler avec les éléments de théorie qu'on a. Le constat en tant que prof, je pense que vous avez le même, c'est que les élèves ont du mal sur ces questions ouvertes ou résolution de problèmes, et même en fait sur des études de documents un peu. Soit pour résoudre parce qu'ils ne savent pas par quel bout prendre ou que quand ils arrivent à prendre un bout, ils sont après perdus pour aller chercher un autre bout. Soit pour ceux qui arrivent à résoudre, pour organiser, rédiger et rendre compte de la démarche. On a généralement un truc très brouillon. Ce que nous dit la didactique, c'est que les difficultés des élèves en physique, elles sont liées à l'articulation entre les deux mondes. Si vous regardez bien, il vous a montré ce diagramme sur les résolutions de problèmes juste avant. Une question complexe, c'est une résolution de problème simplifiée, on va dire. On parle d'un monde matériel. La question, elle est très clairement dans le monde des objets. On demande aux élèves de monter là-haut et on leur demande de redescendre. Sauf qu'on leur donne aucune indication sur quel modèle ou théorie il va falloir convoquer. Et selon les sujets, on donne plus ou moins d'indications sur les choix de modélisation. Donc là, il y a deux articulations entre les deux mondes, plus un vague entre les deux. Donc forcément, c'est difficile pour eux, en fait. Si je redécompose la première question dans ces deux mondes, la question, le vigneron, est-ce qu'il peut avoir sa certification? On est dans le monde matériel. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce monde? On a le vin, l'expérience de titrage, ce qu'on voit du titrage, pas le fait qu'il y a un changement de couleur pendant l'expérience. Il va falloir que l'élève il traduise cette question en est-ce que en fait ma concentration en SO2, H2O, elle est inférieure aux normes maximales acceptées par les différentes certifications. Pour ça, il a fallu qu'il modélise, représente son dosage, qu'il simplifie le problème en se disant je ne dois pas prendre en compte tous les paramètres, je dois prendre que ce paramètre en compte, sachant que dans le sujet, il vous parle aussi voilà, d'un titre massique. Et puis, il va falloir qu'il aille chercher son équation où en fait le H2, SO2, H2O, il est là. Il va falloir convoquer tout ce qui sait des concentrations, des titrages colorimétriques, de qu'est-ce que c'est qu'une équivalence, etc. Pour revenir au final excusez-moi, hop, en bas et répondre en utilisant mon tableau. Donc oui, c'est difficile en fait ce qu'on leur demande. Si j'essaye de faire la même chose pour la question de brevet, on a le même problème. On a nos objets. Il va falloir faire des additions sur les énergies transférées, comprendre que ça doit être lié à l'énergie stockée d'une manière ou d'une autre, utiliser cette formule avec, on le sait, le problème courant des unités correspondantes, et puis ne pas prendre en compte d'éventuels d'autres appareils, penser qu'on est dans des conditions optimales d'utilisation, les choix de 2 jours et de prix minimum. Enfin, et voilà. Voilà pourquoi c'est difficile. Donc, ce que je propose à mes élèves, c'est que quand je leur fais des petites questions, je fais ça, on va dire 3 fois par trimestre, ils ont des travaux de groupe par 4. Je leur donne un sujet avec une question un peu ouverte et je leur demande de travailler avec les deux mondes. Donc, vous avez là un sujet, je ne sais pas si vous connaissez l'expérience du jet d'eau. Donc, on a du HCl qui va se dissoudre dans l'eau. Je vous la fais courte. Ce qui va faire qu'on va avoir un problème de dépression et donc on va avoir de l'eau qui monte dans un ballon.
Et donc, je donne la concentration, je demande à mes élèves de calculer la concentration en H3O+, par trois moyens différents. Donc, je vais convoquer trois éléments de modèle différents, les gaz parfaits, la conductimétrie et la pH-métrie. Et donc, la première question que je pose à mes élèves dans ces cas-là, c'est de recopier un diagramme des deux mondes et de le compléter au fur et à mesure de l'activité. Encore une fois, ils n'ont aucun souci pour la plupart des choses. Donc, je vous donne un exemple. Celui-là est pas loin d'être parfait. Bon, il y a le petit problème ici. En vert, ils ont les données qui leur semblent utiles dans l'énoncé. En bleu, ils ont les éléments de connaissance, donc de modèles, en fait, qui peuvent leur servir. Et en vert, ils vont mettre, non, pardon, en rouge, ce qu'on demande. Donc là, ils n'ont eu aucun problème pour me mettre les mesures entre les deux mondes. Ils m'ont donné leurs éléments de modèle. Par contre, vous voyez le rouge, cette belle équation qui devrait être dans le monde des modèles et des théories. Je pense que ce qu'il voulait dire, c'est qu'il y avait une transformation ici. Mais en effet, il y a un petit souci. Je vous donne d'autres exemples. Donc là, les éléments de théorie, ils n'ont vraiment aucun souci pour les placer. Par contre, vous voyez là, les mesures, ils les ont mis plutôt en bas. Et ça leur permet en fait de faire un brouillon pour eux. C'est une façon d'organiser un brouillon. Voilà, donc qu'est-ce qu'ils ont besoin en rouge? Pas de problème. Là, c'est encore mieux parce qu'ils ont entouré petit à petit ce qu'on leur demandait à partir des lois. Donc ça, c'est pour moi un niveau un peu plus avancé. Et puis voilà, les deux dernières. Donc là, ils se sont pas embêtés avec les mesures, ils les ont pas placées. Le reste est bon. Et alors celui-là, elle n'est pas très visible, désolé, c'est tout petit, mais les valeurs, elles sont bien entre les deux mondes aussi. Donc les valeurs, c'est vraiment ce qui leur pose problème, les mesures, où est-ce qu'on les met. Mais le reste ne leur pose pas de souci. Alors, du constat d'utiliser ça, donc encore une fois, c'est à peu près 3 fois par trimestre. Ça prend pas plus de temps qu'un enseignement classique, c'est juste que quand je leur fais des travaux de groupe, je leur propose d'utiliser les deux mondes. Au début, je les oblige au début, et puis petit à petit, en fait, ils le font d'eux-mêmes. Mes constats, c'est que les élèves ne sont pas du tout perturbés par cette théorie des deux mondes. Ils ne savent pas où placer les mesures et les valeurs au début. Après, ça va mieux. C'est très rassurant pour certains parce qu'en fait, ils vont identifier leurs difficultés. Ils vont se dire, ah, mais c'est pour ça que j'arrive pas, en fait. Et ça va pas forcément solutionner le problème, mais au moins, ils sont rassurés. Ça donne du sens à ce qu'est la science, et on sait que c'est nécessaire. C'est très utilisé par les élèves tuteurs et tutorés. Encore une fois, c'est une façon pour eux, je pense, de visualiser la démarche intellectuelle. Et puis, ça donne de la structure à la réponse des élèves. Une fois qu'ils ont fait ça, en fait, ils arrivent mieux à rédiger la réponse. Tout ce que je vous ai dit, c'est très subjectif, hein, j'ai pas fait de test pour vérifier. Mais c'est vraiment des observations de ce que j'ai. Ça fait 2 ans que je le pratique en première ou en terminale. Alors, des idées pour aller plus loin, je vais rejoindre tout ce que disait Jacques, en fait, je pense. L'explicitation des deux mondes et des articulations dès qu'elle est possible dans le discours du prof, je pense que c'est nécessaire. On a parlé, nous, on a nos fiches de cours qui sont des fiches qu'on appelle modèles, où on dit que c'est le modèle et il n'y a aucun élément de l'observable dedans. Dans nos fiches d'activité, on n'hésite pas à dire, bon, bah maintenant, on va passer dans la modélisation. Dans les exercices, voilà, sur le tableau, un coin de tableau, on fait un petit diagramme, on dit, regardez, là, on est en train de faire ça. Et puis, sur le discours de début d'année. L'outil que je vous ai proposé avec le diagramme des deux mondes, pour moi, il est utilisé plus régulièrement. Je pense que je ne le fais pas encore beaucoup. Et je pense que la prise en main, elle est vraiment peu coûteuse pour les élèves. Encore une fois, si on a ça un peu dans notre discours, ça vient facilement. Alors pour les travaux de groupe, c'est ce que je fais. Pour les évaluations, donc moi, je leur propose, quand ils sont un peu en galère, de dire OK, fais un petit diagramme des deux mondes sur ta feuille de brouillon. Et je pense, je ne l'ai pas encore fait, mais pour préparer au grand oral, ça peut être une idée. L'adaptation au collège, elle est possible et je vous en renvoie sur le travail donc, du groupe Pégage Collège. Voilà, je pense que c'est tout à fait faisable. Euh, je le fais dans mon discours aussi quand j'ai mes élèves de sixième, je dis bien sixième. Et je pense que c'est vraiment... Enfin, je me rappelle avoir fait voilà, le rayon lumineux, leur dire, mais en fait, vous ne voyez pas le rayon, vous, d'accord? Leur faire comprendre vraiment qu'on est dans un monde ou dans l'autre. Une fiche méthode qui serait construite explicitement sur les demandes pour les questions ouvertes. Je pense qu'il faut expliquer aux élèves vraiment
qu'une des premières choses à faire, par exemple, pour rédiger, c'est de reformuler la question dans le monde des modèles et de ne pas hésiter à la fin, une fois que le résultat a été de l'analyser dans le monde des modèles, mais aussi de revenir à qu'est-ce que ça veut dire dans le monde des objets. Euh, on avait travaillé dessus dans le groupe Pégase sur les résolutions de problèmes et c'était lourd et on l'a peut-être pas beaucoup mis en application. Peut-être que sur les questions ouvertes, c'est faisable. Et une dernière chose, en fait, sur ces questions complexes, je pense aussi qu'il y a une progressivité ou une différenciation qui est possible en commençant par exemple par quelque chose qu'on fait en fait dans notre discours, c'est commencer par formuler directement la question dans le monde des modèles. Quand on a un élève qui est vraiment paumé, en général, on va le voir et on lui dit, OK, ça veut dire quoi ça en fait? Qu'est-ce qu'on te demande comme grandeur? Donc en fait, on le fait nous à l'oral et donc pourquoi pas leur proposer déjà cette question comme ça. Et puis peut-être expliciter aussi le modèle à mobiliser dans les cas où il y a plusieurs modèles qui pourraient entrer en concurrence. On repense à l'électricité. Est-ce qu'on a besoin de faire le schéma du circuit électrique ou la chaîne énergétique ou encore d'autres options? Voilà. Donc ça, c'est mes réflexions. Je vous ai mis une très courte biblio. Et donc le site Pégase, le document de Jacques sur les consignes et puis le rapport de l'inspection générale. Voilà. Je vous remercie.